Bon, je suis Hilary Pearson, ancienne présidente de Fondation Philanthropique Canada. Et en 2019, on m'a nommée, ou le gouvernement fédéral m'a nommée comme coprésidente d'un nouveau comité permanent, un comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance. C'était un premier comité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un comité permanent avant 2019. Et le comité relève de la ministre du Revenu national, Madame Diane Boutilier, qui est maintenant, en fait, l'ancienne ministre parce qu'elle a été remplacée au mois d'août par Madame Marie-Claude Bibeau. Donc, Madame de Boutillier était ministre pendant le temps que j'étais coprésidente du comité. Et j'ai fini mon mandat en tant que coprésidente au mois d'août. Alors, justement, au moment de la transition entre Madame de Boutillier et Madame Bibeau. Mais les deux ministres toutes les deux sont des femmes qui ont travaillé dans le secteur communautaire, comme le secteur de bienfaisance. Et ils ont eu une formation et une carrière, toutes les deux, dans ce secteur-là. Donc, j'ose espérer que les deux ministres sont des alliés du secteur communautaire au sein du gouvernement fédéral. On a fait beaucoup de choses. Si on mesure l'impact du comité par activité, il y a énormément d'activités. En fait, j'ai fait le compte, 19 réunions depuis 2019, 3 rapports, un mémoire aussi à propos de la question du contingent de versement, puis on va revenir là-dessus. Une quarantaine de recommandations qu'on a faites au gouvernement, à la ministre et au ministre des Finances aussi. J'avais expliqué que le comité relève de la ministre du Revenu national, mais il y a des représentants du ministère des Finances parce que les deux ministères, Finances et l'Agence du Revenu Canada, le Revenu national, sont extrêmement proches, mais sont très liés parce que c'est évidemment le mandat de l'agence, c'est de maintenir le cadre réglementaire pour la loi sur l'impôt, qui est la responsabilité de la ministre des Finances. Donc, pour revenir à nos activités, encore une fois, si on mesure la réussite du comité par activité, énormément d'activités. Si on mesure par résultat, c'est un peu plus difficile à dire. Et c'est difficile d'attribuer des changements à la loi ou des changements législatifs aux recommandations du comité. Mais pour faire un petit recul, pour parler du mandat de ce comité, c'était un mandat très large. Le gouvernement fédéral a invité le secteur à participer à ce comité tout simplement pour donner des opinions, des informations, des recommandations sur la relation entre le secteur de bienfaisance, donc tous les organismes de bienfaisance qui sont enregistrés selon la loi sur l'impôt et les règles de l'Agence de Revenu Canada. Alors, les relations entre le secteur et le gouvernement fédéral dans ce cadre réglementaire. Mais nous avons, comme comité, nous avons touché à beaucoup de sujets dans ce cadre, ce mandat très large qu'on nous avait donné. Et pour expliquer pourquoi on trouve cela si important. En fait, les organismes de bienfaisance au Canada sont soumis à un régime de réglementation qui n'est pas fait à mesure pour le 21e siècle. Et ça nuit considérablement à l'efficacité opérationnelle des organismes de bienfaisance. Puis le régime aussi fait obstacle à des partenariats entre des organismes enregistrés, des organismes de bienfaisance et des organismes qui sont peut-être à but non lucratif, mais qui ne sont pas inscrits comme organismes de bienfaisance. Il y a des barrières et des limites. On peut revenir là-dessus aussi parce qu'il y a eu un changement important pendant la période où le comité a siégé ou a fait ses réflexions. Mais
cela étant dit, le cadre réglementaire est encore très rigide, très rigide. Et il y a une culture d'aversion au risque qui est vraiment répandue dans le secteur de bienfaisance. En partie parce que le cadre réglementaire est si rigide et aussi si penché sur cette question de risque. Il faut toujours éviter les risques. Donc, les conseils d'administration des organismes de bienfaisance sont souvent ils ont beaucoup de questions à propos du risque. Ils ne veulent pas prendre de risques. C'est-à-dire risque peut-être de s'engager à des partenariats avec des organismes qui ne sont pas connus par l'Agence de Revenu Canada. Parce que les conseils d'administration ont peur de perdre leur numéro d'inscription qui leur donne l'autorité de fournir un reçu pour fin dépôt à des donataires. C'est ça le vrai avantage d'être un organisme de bienfaisance enregistré. Mais ça veut dire que les autorités fiscales, et c'est également au Canada et au Québec, et c'est vraiment les autorités au sein de l'agence, jouent ce rôle très important. Et pour nous, pour le comité, c'était important de regarder d'analyser, de mieux comprendre et de faire des recommandations sur la modernisation de la loi sur l'impôt pour ce qui importe les organismes de bienfaisance. Alors, c'est vraiment ça le mandat du comité et je crois que nous avons vraiment souligné dans notre premier rapport qui a été déposé en janvier 2021. Et peut-être que je peux souligner en ce moment que tous les rapports du comité et tous les comptes rendus des réunions du comité sont disponibles en ligne. Il y a un site web dédié pour le comité consultatif et il y a beaucoup d'informations sur ce site web. On peut vraiment s'informer de nos discussions, nos réflexions et nos recommandations. Donc, le premier rapport a été déposé en janvier 2021. Et dans ce premier rapport, on s'est vraiment penché sur cette question de la modernisation, le besoin de modernisation du cadre réglementaire. Et on a parlé de deux choses. On a parlé en fait, on a fait 3 recommandations importantes. Mais la première, c'était de créer une entité permanente au sein du gouvernement qui pourrait formuler un cadre stratégique pour le secteur de bienfaisance, le secteur communautaire. Ceci demeure une recommandation que le gouvernement, pas nécessairement, ce n'est pas une question du gouvernement avoir refusé cette recommandation, mais on n'avance pas. On est toujours on fait beaucoup de pression dans le secteur pour avoir cette entité au sein du gouvernement qui pourrait rassembler toutes les politiques qui sont importantes pour le secteur. Donc, c'était notre première recommandation, d'avoir cette entité stratégique. Mais les 2 autres recommandations portaient vraiment sur la loi sur l'impôt et les révisions nécessaires à la loi sur l'impôt. Premièrement, modifier la loi pour clarifier la définition juridique de la bienfaisance, parce que ce n'est pas défini dans la loi. On ne trouve aucune définition d'organisme de bienfaisance dans la loi elle-même. C'est vraiment, cette définition vient des décisions des cours, des décisions juridiques. Et nous avons pensé que ce serait au moins une option, et ce serait quelque chose que le gouvernement devrait rechercher, cette question d'insérer une définition de bienfaisance dans la loi fédérale. Première recommandation. Et deuxièmement, autoriser les organismes de bienfaisance à faire des dons ou à s'associer financièrement à des organisations sans vocation de bienfaisance. Donc, c'est cette deuxième recommandation qui en fait prenait un changement à la loi. Cette deuxième recommandation que le gouvernement, en effet, en 2022, a présentée. Donc, nous avons maintenant une situation où le cadre réglementaire n'a pas vraiment changé, sauf dans cette
partie importante des relations entre les organismes de bienfaisance et les organismes, si on peut utiliser la terminologie du gouvernement, les donataires non reconnus. Oui, le gouvernement fédéral nous a surpris quand même en parlant d'une hausse du contingent de versement. Le comité permanent n'avait pas touché à cette question. On ne pensait pas que c'était aussi important que nos autres recommandations qui visaient à la modernisation du cadre réglementaire, l'assouplissement, la flexibilité. Pour nous, la diagnostic pour nous du problème de financement, c'était que les règles étaient trop rigides, que les règles empêchaient aux fondations de donner de façon plus souple et plus large. Le gouvernement fédéral a décidé qu'il fallait augmenter le contingent de versement. Et c'est la première augmentation depuis au moins 15 ans. Anciennement, c'était 3,5% des actifs qu'on devait débourser régulièrement chaque année. Et ça, c'était un minimum. Il faut souligner que c'est un minimum, qu'il y a beaucoup de fondations qui avaient déjà dépassé le minimum. Il n'y a rien qui empêche une fondation de donner plus. Mais le gouvernement a décidé d'établir ou de changer de 3,5 à 5%. Et c'était en fonction je crois, les années, la décennie qu'on vient d'avoir, la décennie des 2010, en fait, de cette décennie-là, les marchés financiers ont été très productifs pour les fonds de dotation. Ils ont fait beaucoup d'argent. Et il faut aussi souligner que nous avons beaucoup plus de fondations privées au Canada. Non seulement des fondations privées, mais des fondations publiques qui ramassent des fonds dans des fonds qui sont, en anglais, on parle de Donor Advised Fund, en fait. Alors, on voit beaucoup de sous, beaucoup de fonds qui accumulent dans ces fondations. Et le gouvernement fédéral a décidé que c'était un signal, en fait, au secteur des fondations, vous devez dépenser plus. On pense que vous avez ces fonds en main et nous avons un besoin important et urgent. Et c'était surtout en fonction de la pandémie et de toutes les conséquences de la pandémie, parce qu'on a vu que les populations vulnérables, les populations marginalisées, ces populations-là, on avait énormément besoin de donner à ces populations-là. Et c'est pourquoi le gouvernement fédéral aussi a fait ce changement à la loi pour permettre aux fondations de donner à des organismes non enregistrés. Parce que dans les populations marginalisées et vulnérables, il y a moins d'organismes de bienfaisance. Et en fait, justement, le comité permanent a identifié ce problème, a dit à l'agence, et répète maintenant à l'agence, qu'on a des problèmes de transparence, on a des problèmes de la raison pourquoi des organismes dans les populations vulnérables ne se présentent pas pour inscription, qu'ils n'essaient pas d'avoir une inscription au régime de l'agence, c'est parce que le langage est complexe et difficile, que ces populations rurales peut-être n'ont pas accès à l'Internet. Beaucoup des services sont fournis par l'agence par l'Internet. Et donc, ce n'est pas vraiment un service qui est accessible à ces populations-là. Donc, on avait pensé que ce serait important pour l'agence d'améliorer son service, sa qualité de service. Et c'est justement là où le comité permanent, le comité consultatif se penche pour vraiment trouver. On avait fait des recommandations dans nos 3 premiers rapports, surtout pour les populations vulnérables, les populations autochtones. Mais maintenant, on revient sur cette réflexion-là, puis on répète à l'agence l'importance pour le secteur d'avoir une amélioration de service. Et c'est un des facteurs qui va permettre peut-être aux fondations de prendre avantage de ce changement à la loi qui donne cette flexibilité. Parce que si on peut trouver des organismes de bienfaisance, c'est le premier
réflexe d'une fondation, en fait, c'est de donner à un organisme de bienfaisance parce qu'il y a moins de risques. Et si il y a en vertu d'un changement possible aux relations entre l'agence et les organismes dans les populations vulnérables, peut-être qu'on verra d'autres organismes qui vont être inscrits et qui vont devenir des organismes de bienfaisance. Mais c'est quelque chose, c'est un travail continu. Et puis, c'est là vraiment où on prend moi, je ne suis plus au comité, mais je sais que le comité continue à se pencher là-dessus, sur cette question d'amélioration de services et de relations. On ne sait pas encore l'impact attendu de l'augmentation du contingent de versement. Et c'est un peu parce qu'il manque beaucoup de données. En fait, le mémoire que le comité consultatif avait présenté au ministère des Finances sur cette question d'augmentation de potentiel de contingent de versement, au lieu de dire au ministère des Finances, oui, on devrait avoir une augmentation, on a posé plusieurs questions à propos du manque de données et le besoin d'avoir des données pour vraiment évaluer les conséquences d'un changement de politique, d'une augmentation du contingent de versement. Il nous manque des données. Donc, l'année prochaine, le ministère des Finances a demandé à l'Agence de Revenu Canada de changer et d'ajouter des questions au formulaire T3010, qui est le formulaire, le rapport annuel que chaque organisme de bienfaisance fait à l'Agence de Revenu Canada. Alors, on verra beaucoup de questions dans le nouveau formulaire qui vont permettre à l'Agence et enfin au ministère des Finances de récolter des informations sur cette question de déboursement. Combien de versements font les fondations? Est-ce qu'on peut vraiment évaluer un changement? Il faut dire que beaucoup de fondations privées déjà versaient des montants annuels au-delà de 3,5 %. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était la norme à travers le secteur. Il y avait des fondations qui avaient déjà répondu aux besoins identifiés par la pandémie. Et ils continuent à verser. Donc, la hausse de 3,5 à 5, on ne peut pas dire, selon une formule précise mathématique, qu'on va avoir X milliards de plus versés au secteur. Et c'est là où le ministère des Finances a vraiment besoin de données. Donc, le ministère s'est donné 5 ans pour évaluer l'impact du changement. Et avec les données fournies par de T3010, je pense que tout le monde sera en mesure d'évaluer s'il a eu des conséquences vraiment importantes, qu'on voit un changement, à la fois un changement en termes de montant total de versement et aussi si les montants sont versés maintenant plutôt vers ces populations vulnérables et marginalisées qui peut-être ne recevaient pas un pourcentage important des fonds des fondations auparavant. Non, nous n'avons pas fait de recommandations à propos de l'investissement social. On voit que, en effet, il y a déjà une tendance dans le marché financier. On a des produits maintenant pour investissement social qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Le marché a beaucoup avancé, surtout pour investir dans des entreprises environnementales, pour la transition énergétique, pour des sources d'énergie renouvelables, etc. Donc, les fondations, je crois, c'est tout un changement stratégique. Les fondations répondent à la fois aux besoins à court terme des populations vulnérables, mais aussi répondent à court et à long terme à cette question de la transition environnementale et une transition juste. On parle beaucoup d'une transition juste, donc l'élément social
qui est tellement important maintenant, quels sont les impacts du changement climatique pour toutes les populations au Canada et comment aider ces populations à accomplir cette transition. Mais l'investissement social va jouer un rôle très important parce que à la fois le marché fournit des opportunités d'investissement et les fondations en même temps parlent beaucoup plus d'une politique d'investissement qui inclut une portion au moins de leur actif pour des fins, en fait, des fins qui sont reliées à leur mandat, à leur mission. Donc, moi, je suis très optimiste là-dessus. Je crois qu'on va avoir une croissance de l'investissement social et ce n'est pas nécessairement en fonction d'un changement à la loi sur l'impôt. Donc, pour le comité consultatif, c'était quelque chose qui n'était pas notre priorité. Les années à venir, oui. Le comité continue son travail et le comité a deux priorités. J'ai déjà parlé de la priorité d'amélioration des relations entre l'agence et le secteur de bienfaisance. Ça, c'est les relations quotidiennes. Comment communiquer avec l'agence, comment comprendre les règles, comment donner des informations à l'agence, etc. Mais l'autre priorité, une priorité très importante selon moi, c'est une question de loi, c'est une question juridique. Est-ce qu'on devrait entériner dans la loi de l'impôt une définition de bienfaisance? Et nous avons un groupe de travail, le comité consultatif a mis sur pied un groupe de travail qui fait une analyse des avantages et peut-être des désavantages d'entériner cette définition. C'est quelque chose qui a été fait déjà au Royaume-Uni, trois pays qui sont très proches de nous en termes de loi gouvernant les organismes de bienfaisance. Le Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie, ils ont tous, dans les dernières années, ils ont présenté un projet de loi pour définir la bienfaisance en loi. Et nous n'avons pas fait cela. Et la loi sur l'impôt ne contient aucune définition de la bienfaisance ou de fin de bienfaisance. C'est défini par une jurisprudence qui date du 19e siècle. Et on a très peu de cas décidés par la Cour, par les cours. C'est une cour fédérale qui décide. Mais parce que la loi n'avance pas, parce que la définition de bienfaisance n'avance pas dans les cours, on pense que ce serait important de prendre en considération que c'est le moment de créer la définition dans la loi. Donc, j'espère que ce groupe de travail va rédiger un document de réflexion qui va être publié ou que la ministre de Revenu national va accepter de publier pour qu'on continue cette discussion et que les parlementaires prennent cette question au sérieux. C'est une des plus importantes chose qu'on pourrait faire, c'est un changement qui pourrait être fondamental. Alors, relation avec l'agence au quotidien, absolument, mais changement à la loi sur l'impôt pour vraiment encadrer et définir les fins de bienfaisance serait un changement qui a des conséquences encore plus fondamentales.